Thérèse Martin. Vous êtes membre associé du laboratoire MICA de Bordeaux Droit. MICA, c'est-à-dire Médiation, Information, Communication et Art, qui vous permet donc de continuer des recherches à côté de votre activité professionnelle d'enseignante documentaliste. Et aujourd'hui, vous allez nous parler des traces fondatrices de la communauté des Ursulines en Nouvelle-France au XVIIe siècle, mise en valeur sous le regard de visiteurs d'exposition. En effet, vous avez l'occasion de cette communication, c'est lors d'un séjour au Québec, hein, me semble-t-il, la fête, la célébration du 375e anniversaire de l'arrivée des Ursulines en Nouvelle-France. Nous vous écoutons, madame, pour 40 minutes, on va dire, pour nous permettre de ne pas trop dépasser l'horaire de la matinée. Donc habituellement, je m'intéresse aux visiteurs dans les musées, mais plutôt les enfants visiteurs. Et là, donc, j'ai saisi cette occasion du 375e anniversaire de l'arrivée des Ursulines à Québec, qui en plus et en même temps correspondait avec la canonisation de Marie de l'Incarnation, pour pouvoir observer un peu ces relations des visiteurs avec les objets qui étaient exposés à la fois dans une exposition temporaire, qui s'appelle Mission Nouvelle-France, qui avait été créée spécialement à cette occasion, et puis le musée des Ursulines à Québec. Ouais. Donc j'ai proposé un plan là, que je vais essayer de suivre. Je vais, puisque là je suis dans les sciences de l'information et de la communication, je vais juste donner peut-être quelques concepts sur lesquels je m'appuie dans le cadre de mes recherches. Donc il s'agit de revoir d'étudier les commencements, comment ils sont étudiés dans l'espace de médiation des expositions. Et donc cet espace de médiation, il avait été analysé déjà par Silverstone, un chercheur donc, anglophone là, qui s'était intéressé, qui avait considéré que l'exposition proposait des espaces discursifs où il y a différentes approches en quelque sorte de l'exposition. Et donc lui, il avait parlé de l'espace de la rhétorique, l'espace du jeu et de la performance, c'était surtout sur les musées de sciences. Mais ce qui est important, c'est que quand les visiteurs font cette visite d'exposition, ils vivent surtout une expérience qui est intéressante. Et donc là, je m'appuie sur le philosophe américain Dewey à propos d'expériences esthétiques. Et donc pour lui, cette interactivité entre l'organisme et l'environnement est importante. Et ça a été son point de départ au niveau de ses recherches. Et pour lui, la construction donc, du monde social ne s'établit pas seulement dans son intelligibilité, mais par un ajustement sensible. Donc c'est un philosophe pragmatique, et donc il a fait donc, de l'expérience sensible le fondement de la construction de l'être et sa participation à la culture. Donc c'est les propos du chercheur Jean Caunes, qui a aussi réfléchi sur la médiation. Et donc, Jean Caunes invite, lui, à réfléchir sur les médiations donc, qui empruntent à l'expérience artistique sa capacité d'influencer notre perception, de conditionner notre imaginaire et de mobiliser nos émotions et notre implication affective. Donc, c'est ainsi que, pour ma part, je vais m'intéresser donc à l'expérience esthétique qui va prendre en compte les perceptions des visiteurs, les émotions qui ont été mobilisées, et puis leur sensibilité esthétique, à la fois l'appréciation, les préférences et l'implication affective. Donc, j'ai présenté les différents lieux d'exposition. Peut-être que pour ça, je vais vous présenter sous forme de photographie. Ça sera peut-être plus facile de vous rendre compte de quoi il s'agit plus précisément. Donc là, je commence par l'exposition temporaire, qui se trouve en fait dans le grand parloir du monastère, qui est devenu depuis le hall d'accueil de l'école des Ursulines. Et donc ils ont gardé donc, là où il y avait les grilles avant du monastère, hein, on voit toutes les arches là, avec des documents écrits, des tableaux donc, qui représentent Marie de l'Incarnation et les jeunes filles amérindiennes, donc, qui ont été installés juste dans la partie de l'entrée de cette exposition. Et puis donc après on rentre dans cette salle et enfin juste là où il y avait les tableaux, pardon, il y avait aussi ce fameux coffre et pour lequel il fallait 3 clés en fait pour pouvoir ouvrir ce coffre. Et c'est le coffre qui a fait la traversée donc de France, de Dieppe jusqu'à Québec,
donc en 1639, et quand la traversée a eu lieu avec des sœurs Ursulines et des sœurs Augustines, et donc depuis, c'est les sœurs Augustines qui ont conservé ce coffre, et il a été spécialement donc exposé là, dans le cadre de cette exposition temporaire. Donc on le voit là avec Marie de l'Incarnation quand elle a mis les pieds au Québec, en quelque sorte, là, sur ce tableau. Ensuite, donc, on a plusieurs salles, là, ici. Il y a notamment la lettre du roi Louis XIII qui donne l'accord pour mettre en place donc, le monastère à Québec. Ensuite, il y a encore d'autres coffres, d'autres meubles, et puis différents donc, écrits hein, qui concernent à la fois les annales je vais les montrer tout à l'heure, il y a encore d'autres écrits. Donc là, c'est les meubles de Madame de la Pelletrie, qui a été donc la bienfaitrice pour poursuivre les Ursulines et mettre en place leur mission. Donc il y a plusieurs meubles là qui sont proposés, présentés. On a aussi d'autres objets qui étaient utilisés autrefois. On a aussi le lit qu'avaient les Ursulines. Voilà. Donc, et puis là, donc, on a un certain nombre d'écrits, hein, à la fois, comme je vous disais, les annales du monastère, les actes capitulaires, enfin, il y a un certain nombre de documents qui ont été présentés là, sous la vitrine, avec aussi, quand il y avait des commandes à faire pour pouvoir réaliser les broderies, donc des fameux parements d'hôtel. Donc, entre autres, donc, on voit là tous les documents qui avaient été utiles pour le fonctionnement, en quelque sorte, aussi du monastère. Là, vous voyez, donc, avec un échantillon de ce que les Ursulines souhaitaient commander. Donc, voici, avec un cahier aussi de registre des frais, des dépenses. Voilà. Donc, ensuite, il y avait une autre lettre aussi importante, là, et d'autres objets. Donc là, on arrive plus sur les aspects donc, de la dorure, qui était pratiquée par les Ursulines, avec aussi les chandeliers, qui étaient aussi, sur lesquels il y avait aussi des dorures. Et puis là, donc, on est dans les parements d'hôtel. Donc là, en fait, différemment à ceux qu'on va pouvoir voir aussi dans le musée des Ursulines, là, il était fait avec des produits beaucoup plus nobles, et donc sur un fond, un support en laine, et c'était surtout dessiné, en fait. Parce que c'était dès leur arrivée que ces parements avaient été réalisés. Donc avec peu de moyens et de manière à les faire plus rapidement, pour pouvoir après les mettre dans la chapelle. Donc on en a plusieurs là qui sont présentés. Et puis donc après les objets, donc... Et la dorure, on montre aussi les outils qui étaient utilisés pour faire la dorure. Voilà, plus après, des anges qui avaient été accrochés à la chapelle. Et là aussi, pour faire les cierges. Voilà. Donc ensuite, je vais présenter le musée des Ursulines. Donc là, le musée des Ursulines se trouve juste en face de la chapelle. Et donc là, il y a aussi devant une statue donc, de Marie de l'Incarnation. Et donc là, c'est la première pièce. Et à gauche, là, on a une représentation de l'évolution du monastère, hein, en fonction des années, des constructions, les différents feux qui ont pu avoir lieu et qui ont détruit les bâtiments, etc. Donc là, on représente la maison de Madame de la Pelletrie et plus loin le monastère. Voilà, donc on a un certain nombre d'éléments qui permettent d'expliquer donc la vie du monastère. On a ensuite le portrait de Madame de la Pelletrie, après certains objets qui ont été retrouvés, et donc le portrait de Marie de l'Incarnation. Ensuite, on va dans une autre salle qui donc s'intitule le Grand Art de la broderie. Et donc là, on voit d'autres parements d'autel qui ont été faits au fil d'or, vous voyez, qui sont en relief et qu'après qui sont placés sur le support là. Donc c'est souvent en soie, les fils d'or, fils d'argent. Et donc, ils en ont apparemment une cinquantaine, ils en exposent quelques-uns, 4 dans l'exposition, dans la salle. Là. Et ensuite, ils les changent pour pas qu'ils soient trop abîmés par la lumière, les renouvellent. Donc, on en voit là avec des reliefs très importants. Plus chasuble donc de prêtre. Et là, on montre aussi les outils donc, qui servent pour faire ces broderies. Les échantillons aussi de fil d'or et les petites pierres aussi qui étaient utilisées.
Voilà. Donc ensuite, on arrive dans l'autre salle, à l'étage, qui s'appelle le premier jour, où on montre la vie des religieuses et quand elles portent donc l'habit de la mariée, donc mariée avec le Christ, hein, et donc leur postulat. Donc il y a un certain nombre, on voit le coffre avec lequel elles avaient mis leurs affaires, qui sont ensuite rangées dans le grenier. Et donc là, on explique donc comment ça se passe ces événements-là, avec des vidéos. Plus donc aussi un certain nombre d'écrits, d'appareils qu'avaient les sœurs. On fait aussi un plan du monastère, on présente le monastère, et ensuite donc on arrive dans une autre salle, au son de la cloche, hein, qui va donner comment vivaient les enfants donc, qui étaient aux écoles d'Ursuline, avec ici une photo du dortoir, et puis là donc aussi il y avait aussi des sœurs converses, hein, pour l'éducation des jeunes filles donc Ursuline, qui étaient là plus pour s'occuper des filles en dehors des temps d'enseignement. Donc on montre aussi le réfectoire, un élément pour représenter le réfectoire. Et puis la partie salle de classe, avec aussi l'éducation donc par le jeu, avec aussi le fameux vidéoprojecteur, mais enfin bon, d'autres fois, hein, projecteur de diapositives, mais avec des plaques de verre. Et puis là, l'éducation religieuse, et voilà, le son de la cloche. Donc après, on est dans une autre salle qui est Briller en société, où c'est plutôt là l'éducation à l'art, hein, puisque pour les sœurs Ursulines, c'est éduquer à l'art, c'est en même temps avoir le sens du beau et puis être sensibilisé à Dieu. Donc là, on montre aussi à la fois le travail de peinture, de dessin et musical. Apprentissage notamment du piano, paraît-il, qu'ils avaient jusqu'à 53 pianos, hein, dans le monastère. Voilà, donc là, c'était même avec des cheveux, ce qu'on pouvait faire aussi. Là, je passe rapidement. Et donc, après le temps des leçons, là, c'est plus les aspects pédagogiques pour montrer qu'autant que les jésuites, elles avaient aussi des moyens pédagogiques très modernes à cette époque-là, avec beaucoup d'instruments, notamment pour le domaine des sciences. Voilà. Et puis les livres, je vais un peu trop vite, vous voyez, parce que après je fais attention aussi à l'heure, mais je peux montrer. Voilà, donc un certain nombre d'objets qui étaient utilisés donc, dans le cadre sur le plan pédagogique par les sœurs Ursulines, qu'on trouvait aussi bien aussi chez les jésuites, et avec aussi un certain nombre de documents pédagogiques ou de livres là, qui leur servaient pour faire les cours. Voilà, elles apprenaient aussi à faire la couture, bien sûr, et puis à savoir tenir une maison. Donc là, c'est les différents livres. Et là, c'est l'arbre généalogique, en quelque sorte, des Ursulines, qui sont le début donc, du Québec. Et on voit après, au fur et à mesure, donc, tous ceux qui sont intervenus, les gouverneurs, etc. Oui. Donc ça, c'est l'arbre historique du Canada. Et donc là, c'est les livres concernant le pensionnat. Voilà. Donc pour avoir un aperçu du lieu et du contexte qui était visité par ces fameux visiteurs. Alors il existe aussi un petit perloir qui est qui est tenu par contre par les sœurs Ursulines et qui est plus petit et qui est plus axé sur Marie de l'Incarnation. Et ensuite il y a une chapelle qui est aussi souvent visitée. Mais là, c'est un peu plus délicat pour faire des entretiens auprès des visiteurs à l'intérieur de la chapelle, mais peut-être que ça pourra se faire. En tout cas, ils sont en train de prévoir une visite virtuelle de la chapelle du monastère. Donc, pour ce qui concerne les publics, il y a à la fois des sœurs Ursulines qui étaient visiteuses. Il y a eu aussi sœur Augustine, celle qui est chargée des archives du monastère des Augustines. Il y a eu aussi une visiteuse qui s'intéresse plus aussi aux filles du roi, hein, parce que c'est quelque chose qui est aussi, à cette époque-là, qui les intéressait. Et puis, il y a eu aussi des anciennes élèves de l'école de Ursulines qui se trouvaient donc de passage, ou qui avaient su qu'il y avait cet événement-là et qui étaient venues, parce qu'en plus, ça leur permettait de remettre les pieds en quelque sorte dans l'école où elles avaient été élèves. Ensuite, voilà. Donc je mets V, E, E quand c'est élève Ursuline. Donc là, j'ai repris, il y a un certain nombre d'objets que je vous ai montrés, donc par conséquent, je vais aller un peu plus vite là.
Donc, je commence par l'exposition temporaire que je vous ai présentée tout à l'heure, qui se trouve au Grand Parloir. Et donc là, je reprends les paroles telles quelles des visiteurs. J'ai fait en quelque sorte la visite avec eux. Ils regardaient les objets, puis ils me disaient en même temps ce que ça représente pour eux, ces objets-là. Donc il y a quelque chose qui est important à connaître, c'est le contexte climatique. Et il y avait donc une sœur, Ursuline, qui a dit qu'il n'y avait pas de poêle là, au début quand ils étaient arrivés, qu'il y avait seulement 4 cheminées pour chauffer la maison. Et donc elle raconte une anecdote concernant le prêtre à cette époque-là, quand il faisait la messe, il avait tellement froid aux mains qu'il fallait qu'il aille se chauffer près de la cheminée pour continuer après à faire la messe. Donc pour vous rendre compte un peu des conditions un peu climatiques. Hein. Donc le lieu de l'école, le fait déjà que cette exposition se trouve là dans une école, ça a été très chargé d'émotions quand les anciennes élèves venaient visiter donc, ces expositions. Alors, donc ici c'est un lieu que je connais très bien parce qu'on prenait nos récréations, il y avait des tables normalement et puis on vient ici, mais avant c'était un parloir et les sœurs recevaient leurs visites, là c'était derrière ici, donc derrière le parloir on pouvait recevoir. Donc elle se remémore qu'il y avait donc des grilles et qu'elle recevait derrière les grilles par conséquent. Donc, alors là c'est la conservatrice du musée hein, ici. Et nous, en fait, en faisant cette exposition, on a repris une idée que les religieuses avaient eue en 1936 de faire des expositions. Les objets donc étaient situés là et les objets étaient cloîtrés, en fait, avec les religieuses. Donc pour les voir, il fallait les voir à travers la grille. Hein. Donc ça correspond aux grilles du pensionnat aussi à cette époque-là. Et donc elle avait repris, elle s'était inspirée d'une photo ancienne pour recréer un peu ce contexte. Donc il y a aussi, parmi les élèves Ursulines, il y a une personne donc, qui était même responsable d'une amicale, des anciennes Ursulines. Elle était toute contente et toute fière de dire qu'elle avait pu réunir toutes les 60 élèves de sa promotion et qu'elle allait faire donc une rencontre là au mois de septembre. Alors, un des objets qui est vraiment chargé d'émotion, parce que ça fait partie de toute leur histoire, et puis c'est le début de leur histoire, c'est cette fameuse lettre du roi, donc, et donc il y a deux visiteuses qui sont en train de déchiffrer et essayer de lire, puisque c'est en ancien français. Et donc la conservatrice du musée aussi intervient pour aider à cette lecture. Elle accorde aux dites religieuses ursulines d'établir en conséquence de la dite fondation de 10 nouveaux couvents et séminaires en Nouvelle-France, à la charge des dites religieuses à perpétuité d'instruire les petites filles sauvages de la religion catholique. Donc ensuite, il y avait la sœur fait en effet allusion à la permission de Louis XIII d'établir le couvent des Ursulines. Et c'est ça pour la fondation, voyez-vous, 28 mai 1639. Elles ont quitté Paris en mai 1639. Il y a le sceau là qui pend, et puis avec les armoiries du roi de France. Mais c'est incroyable, moi je n'en revenais pas. C'est-à-dire que c'est spécial. Alors après, il y a aussi de l'émotion donc à propos de cette lettre. Mais moi, ce que j'aime là, c'est l'écriture. L'écriture écrite à l'encre qu'on peut encore lire. Puis la dentelle avec les mots, la beauté de ce document-là, avec toute la charge historique qu'elle comporte. Et puis moi, je suis une ancienne des Ursulines, toute ma famille est passée ici. J'ai ce passé, c'est très bizarre. C'est étrange, regarde ici, comme c'est souligné. Donc il y avait aussi, parmi les écrits, il y avait une lettre de Marie de l'Incarnation. Et donc la lettre de Marie de l'Incarnation au séminaire de Saint-Joseph. Imaginez-vous qu'évidemment les lettres étaient en Europe, alors qu'on ne les a pas ici finalement. Mais en 1989, la lettre de Mons, ils les avaient dans les archives. Ils nous l'ont apportée. Alors c'est cette lettre de Mons. Parce que c'était dans leurs archives. Maintenant, il y a encore des Ursulines à Mons, mais je ne sais pas s'il y en a encore autant. Donc, parce que d'habitude, naturellement, les lettres partaient de Québec, et donc c'était assez rare qu'ils puissent avoir une lettre de Marie de l'Incarnation. Donc, il y a aussi la découverte de l'historique du monastère à travers les annales. Et donc, c'est ce qu'on appelle les annales. On a une sœur qui écrit chaque jour ce qu'il se passe, et on appelle ça les éphémérides. Et une autre qui rédige. Ça, c'est le contrat pour la construction de la chapelle. C'est Père Noël Levasseur qui a sculpté le retable, la balustrade. 3000 livres. Je ne sais pas qu'est-ce que ça équivaut, mais je pense que ça équivaut à pas grand-chose avec notre argent actuel. Quand on regarde Pierre Noël Levasseur, il y a marqué balustrade. Mais c'est en quelle année?
parce qu'il a commencé par faire la chair. Mais c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Il n'y a pas les outils, il n'y avait pas les outils comme maintenant, mais en tout cas, il n'y avait pas l'information non plus pour le faire, mais voilà. Et donc, elle a repéré aussi un livre de contes, qu'elle a trouvé ça amusant. Donc, il y a aussi la Compagnie de Nouvelle-France. Oui, oui, regardez, c'est beau, le sceau. Madame de la Pétrie a eu aussi des dons, des concessions en 1646. Ça, c'est des arpents pour Madame de la Pétrie. C'est écrit à la main. Et puis ensuite, c'est qu'en réalité, là par exemple, Madame de la Pelletrie, elle avait des terres. Les jésuites deviennent donc responsables des terres de Madame de la Pelletrie. Ils envoient l'argent avec le revenu des terres. Quand il y a eu le feu, les annales ont été détruites. Et là, ça a été refait de mémoire. Mais alors, je ne sais pas s'il dit ça ici. Le tome premier des annales a été rédigé, oui, de mémoire, entre 1639 et 1689 pour combler la perte du premier registre brûlé par l'incendie. Voilà, donc les visiteurs sont très sensibles, voyez, à la fois donc, à toute l'histoire que portent ces objets-là, et puis en même temps aussi la manière dont ça a été fait et la qualité donc, de l'écriture. On sent sensible, vous voyez. Une belle écriture, c'est incroyable. Bon, donc là, c'est plusieurs visiteurs dont j'ai relevé. Et donc là, à propos du coffre que je vous ai montré tout à l'heure, qui en effet pour lequel il était nécessaire d'avoir 3 clés et qui était gardé donc, par les sœurs Augustines. Donc elle est archiviste, elle dit à l'époque, chaque sœur avait une clé différente. Donc personne ne pouvait ouvrir le coffre seul. Il fallait qu'elles soient toutes les 3 ensemble, et puis il était recouvert d'une peau animale pour la traverser. Donc c'est ce qui avait étonné d'ailleurs la conservatrice, parce qu'elle n'était pas au courant. Et cette conservatrice n'avait jamais osé ouvrir le coffre. Alors donc là, il a été ouvert, et on lui a demandé en même temps qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme document, comme objet à l'intérieur de ce coffre. Alors elle dit au niveau du coffre, c'était beaucoup de papier, l'accord des contrefondations, les terrains qui leur avaient été donnés, etc. Il y en avait, il y en avait. Et il y avait aussi le porte-missel. Il y avait des livres de dévotion très anciens. Et il y avait aussi un peu de linge, un peu de tout. Elle fait comme ça. Voilà. Donc, ils ont tous trouvé que c'était un objet magnifique, hein, qu'il part de lui-même, et puis qu'ils étaient contents de pouvoir l'exposer là. Et la communauté, donc elle en profite, la sœur Augustine, pour dire qu'ils se promenaient toujours avec les sœurs Augustines. Donc un autre visiteur qui fait une remarque, ah, j'adore les coffres, j'adore les vieux meubles, les vieux coffres comme ça. Et eux, ce coffre-là, regardez l'écriture. Et c'est juste, regarde, c'est parce que c'est marqué Québec avec un K. Voilà, donc ils font attention en même temps sur l'écriture autrefois. Et donc il y avait un numéro aussi qui était visible sur ce coffre, et puis donc qui permet d'identifier à qui il appartenait. Alors ensuite, donc une souvenir d'élève d'Ursuline à propos des meubles, parce qu'elle était dans un lieu où il y avait beaucoup de meubles comme ça anciens, donc ça les touchait aussi. Voilà. À propos du parement d'hôtel maintenant que vous avez vu, donc c'était des parements ici, c'est les sœurs qui faisaient là ce travail pour montrer ça aux jeunes filles, à broder. Puis tout ce travail d'image, de dessin, toute la finesse. J'ai vu, je sais, alors donc elle fait allusion aussi à d'autres parements d'hôtel qui existent dans l'autre musée, hein, où il y avait des fleurs faites en 3 dimensions, en broderie de fil d'or, puis en fil d'argent. Et c'est souvent pour les retables des églises, des habits, des pères. Donc elle remarque qu'il y a des oiseaux donc, sur ce parement d'hôtel, qu'il y a aussi des dessins d'aigles, de fleurs, des oiseaux, des papillons. Donc tout est mélangé. C'est une foison de cornes d'abondance qui donne des fruits, des fleurs, des oiseaux, des papillons. C'est plein de vie. Donc il y a aussi une reconnaissance de la qualité, hein, de la manière dont ça a été fait. Il faut imaginer aussi le temps que ça a pu prendre, donc ils pensent à ça aussi les visiteurs pour le faire, et qu'eux-mêmes n'auraient pas de patience pour le faire. Donc il y a aussi une certaine forme d'émerveillement. Donc cette sœur Ursuline elle dit, regardez là, les parements les plus anciens sont plus petits, parce que c'était des petits hôtels. Donc alors, il y en a qui me demandent si Marie de l'Incarnation a travaillé sur ces parements. Elle n'a certainement pas travaillé sur un, en tout cas, qui était aussi grand. Alors elle a peut-être travaillé sur celui-ci, je ne sais pas, mais ce serait possible. Donc il y a tout ce côté-là aussi de sensibilité par rapport à qui les a fait, d'autant plus si c'est Marie de l'Incarnation. Il y avait une sœur qui était de la famille des tapissiers de Paris, et elle est entrée en communauté à Tours. Évidemment, dans sa famille, elle a appris des choses, et puis c'est ce qu'elle a fait. C'est elle qui est arrivée en 1671, et probablement que c'est elle qui a enseigné donc, à faire ces broderies.
Marie de l'Incarnation avait aussi travaillé, elle connaissait aussi beaucoup de choses là-dessus. Mais regardez-moi les nuances, les nuances. Donc après intervient la conservatrice pour signaler, donc ce parement d'autel est au départ un dessin. C'est peint sur le canevas, c'est comme un tableau. C'est peint sur la toile, on la voit très bien en bas, donc c'est vraiment peint. Et ce qui est extraordinaire, voyez-vous, la dentelle a été peinte en trompe-l'œil. Tout ça, c'est peint autour du parement d'autel. Donc c'est vraiment peint, et moi je suppose, sœur Gabrielle, que c'est vraiment des petits parements, des parements peut-être de l'époque de Marie de l'Incarnation. En tout cas, certainement du régime français avant la chapelle du XVIIIe siècle. Et si les religieuses ont utilisé la peinture, c'est que c'était probablement moins cher que de faire de la broderie au fil d'or. Donc en fait, c'est un moyen pratique, artistique, de réaliser relativement rapidement un parement d'autel, dont les religieuses avaient vraiment besoin parce qu'elles avaient leur petite chapelle. Elles avaient besoin, elles venaient juste d'arriver. Moi, je pense que sous ce parement d'autel, qui est une peinture, il y a un aspect probablement très pratique. Exactement, c'est quand même très coûteux de faire venir des fils d'or en bateau, et c'est long aussi. Donc la broderie est longue à exécuter, c'est très beau. Mais c'est typique des Ursulines, précise-t-elle, parce que vous retrouverez les mêmes motifs, les mêmes canevas, les cornes d'abondance, les fleurs, les fruits et les oiseaux. Vous retrouvez exactement les mêmes iconographies que dans celui-là. Ils sont magnifiques. Donc il y a aussi l'originalité de ce parement parce qu'il est fait sur un support en laine, en fait. À mon avis, c'est plus tard. Ils sont déjà beaucoup plus sophistiqués et là, vous avez vraiment... alors donc, comme c'est des paroles... mais ce qui est intéressant, ce qui est rare dans un parement d'autel, c'est le fond est entièrement en laine. Il est tissé. Alors que souvent, pour les parements d'autel, on utilise de la soie, donc des matériaux plus nobles et plus riches. Mais là, c'est vraiment l'idée d'utiliser une étoffe tissée de laine, et la présence de la laine est très chaleureuse dans ce parement d'autel. Regardez le visage, puis les couleurs. À mon avis, ces deux parements en laine sont un peu tardifs, mais ils sont vraiment dans la tradition. Alors voyez-vous, c'est l'idée de fleurs au naturel qu'on peut reconnaître, et puis les petites chinoiseries. Il y a toujours l'influence des petites chinoiseries qui étaient très à la mode au début du XVIIIe siècle. Et puis évidemment les griffons, donc vraiment une introduction aux motifs orientaux en Nouvelle-France. C'est un parement magnifique, donc elle précise qu'il a été restauré. Et donc elle précise bien aussi que c'est des objets uniques. Alors comme autre objet, il y a aussi les chandeliers. Donc des chandeliers d'hôtel du XVIIIe siècle, que je trouve aussi très magnifiques, qui avaient été faits à la feuille d'argent, mais qui avaient perdu de la couleur. Donc ces chandeliers sont en bois, ils sont plus intègres au niveau de leur état que ceux qui étaient transformés, mais là vraiment c'est tout à fait la qualité. Et ce qui est important, c'est ce que les religieuses étaient vraiment spécialistes dans tout ce qui était dorure et argenture de chandeliers. Et souvent elles en vendaient donc dans des chapelles environnantes, et ça leur avait permis de se faire un peu d'argent et d'en faire d'autres. Donc elle fait aussi allusion à un chandelier particulier en argent qui donc, était utilisé pendant les jours saints. Et les cierges donc, sont allumés et puis on chante des psaumes et puis à chaque psaume on en éteint un. Donc on appelle ça l'office des ténèbres. Alors là c'est spécialement la semaine de Sainte. Il y a aussi donc la dorure à la feuille d'or, des objets donc, qui ont été dorés à la feuille d'or. Les feuilles d'or venaient de France, mais comme les sœurs doraient pour d'autres églises, elles avaient de l'argent. Donc elles ont commencé à amasser de l'argent pour pouvoir dorer pendant des années et des années. Elles doraient pour d'autres églises. On leur apportait les morceaux qu'on voulait parce que les sœurs ne sortaient pas. Puis finalement, elles ont pu faire cette dorure-là. Donc il y avait aussi celle de la Sainte Vierge, les costumes donc pour la Sainte Vierge qui changeaient régulièrement en fonction des fêtes, et puis les objets du quotidien aussi. Donc notamment le mobilier de Madame la Pelletrie là, que vous avez vu tout à l'heure sur les photos. Et donc cette sœur là, est toujours émerveillée, imaginez, c'est beau. Donc là on arrive dans le musée des Ursulines, avec donc là c'était les fils et formes pour tout ce qui est la broderie, donc ça c'était les textes qui étaient affichés dans le musée. Donc c'était Marie, le maire des anges, qui était donc venue comme brodeuse et Ursuline au monastère à Québec, et qui a donc initié après à cette pratique de la broderie. Donc il y en avait un, entre autres, un parement d'autel dit de l'Immaculée Conception de la deuxième moitié du XVIIe siècle, fil de laine et de soie, polychrome, filet, frisé et argent avec lame, canetille, paillettes, fil chenille, cabochon sur un fond de soie moirée et dentelle. Donc elles m'ont dit que pour faire une pièce à peu près de cette taille-là, il fallait pratiquement un mois faite par une surligne. Donc là,
il s'agit donc de cette broderie ici, c'est incroyable. C'est tellement inventif, parce que là, ce n'est pas juste un ouvrage en aplat, du relief. Elles ont travaillé le relief, vraiment comme si on donnait l'apparence de coussin. On travaille en relief. Un grand cadre sur lequel on mettait aussi des pierres. On peut dire qu'il y a eu du fil d'or. On représentait des fleurs, un peu de motifs floraux. Oui, c'est vraiment du bon travail. Il y a plusieurs techniques. On y voit plusieurs techniques là-dedans, puis faites au fuseau aussi. Donc, ils sont impressionnés, on repère aussi qu'il y a des pierres, s'interrogent sur d'où viennent ces petites pierres. Donc, ils ont travaillé aussi le coquillage, apparemment aussi. Et puis donc voilà, mais là, ce qui me fascine, c'est la mixité des techniques là-dedans. On produit aussi le volume. Donc elle repère qu'il y a beaucoup de travail, notamment par cette mise en relief et les différentes techniques qui sont utilisées. Donc il y a une autre qui repère là, qui regarde ce parement et qui dit « Oh mon Dieu, oh oui, c'est extraordinaire. Ah, il n'y a que des petites pierres, mais où est-ce qu'elle trouvait ces petites pierres ? Est-ce que c'est des vraies pierres? Donc elle s'interroge sur comment c'est fabriqué. Regardez les couleurs, c'est remarquable que ça se soit maintenu. Donc datant du XVIIe siècle, elles sont surprises aussi qu'on puisse voir des objets de si belle qualité. Alors le fil d'or, on peut dire que c'est vraiment de l'or dessus. Alors son ami donc qui est avec elle, c'est de l'or tiré en fil. On utilise l'or très pur parce que c'est très mou. Et donc après elle a un souvenir, surtout donc, en marchant dans ce musée où il y a du parquet en bois. Cette ancienne élève Ursuline remarque, en tout cas c'est une chose qui n'a pas changé depuis le XVIIe, depuis qu'elle était élève Ursuline, parce que le parquet craque. Voilà. Donc ils font allusion aussi à cette religieuse, Marie-Ange Lemaire, donc, qui est arrivée, qui est une spécialiste de la broderie. Elle parle aussi de son origine, et puis il y avait aussi la question d'authenticité, parce qu'il y avait des portraits aussi de Marie de l'Incarnation, donc il s'est interrogé sur quel était le vrai portrait, donc, ce qui n'était pas très facile, mais parce que c'était reproduit un peu par souvenir. Et alors ensuite le portrait, donc il y avait Odette Olympe, parce qu'il montrait aussi quelques photographies de religieuses, quelques dessins de religieuses. Et il y avait beaucoup de religieuses dans ma famille, donc il y a une personne qui visite et puis ça lui fait penser à toute sa famille, ou du côté de son père, il y avait beaucoup aussi, soit de prêtres ou de religieuses. Donc il y a un rappel aussi de l'histoire et de la place du musée en disant que c'est important de connaître un peu toutes ces racines, toute cette histoire de cet endroit. Donc cette visiteuse disait qu'elle avait vu déjà des musées des arts dans le monde, beaucoup de musées, mais ça l'impressionne beaucoup parce que c'est vraiment des objets authentiques et qui sont propres à l'histoire de Québec. Oui, donc là, après, il y a il y a le fait aussi de reconnaître des lieux, parce que cette élève Ursuline, on lui disait quand elle était dans ce bâtiment-là, qu'elle descendait les escaliers, mais Marie de l'Incarnation a aussi emprunté cet escalier-là, donc elle avait souvenir de ça, pour sensibiliser donc les enfants. On parlait donc de cette trace de Marie de l'Incarnation. Donc ça avait un côté mystérieux, cet escalier. On parle aussi de l'hiver rigoureux, parce que je demandais aussi qu'est-ce qu'ils pouvaient manger aussi à cette époque-là, que le voyage avait été très long aussi. Donc il y a une bibliothécaire là qui dit que je me suis posé la question justement cette semaine, qu'est-ce que la société québécoise actuellement peut laisser comme héritage si on oublie les Ursulines, hein? Actuellement on n'a rien, on a juste l'influence américaine. Il n'y a pas de relève. Voilà. Et on n'a plus rien d'autre à laisser comme héritage. Donc ensuite, il y avait aussi à nouveau le portrait de Marie de l'Incarnation et l'évolution du monastère, donc avec les petites maquettes en bois, je vais le montrer. Et puis il y en a d'autres qui ont été très sensibles aussi à cet arbre du Canada. Là, et ensuite, après, c'est plus des choses qui concernent l'éducation. Parce que comme il y avait des anciennes élèves, et donc, il y avait une salle aussi qui se portait plus aux questions d'éducation, donc il y a un certain nombre de souvenirs qui sont évoqués par rapport à l'éducation. Donc il y a cette ancienne élève, elle considère qu'elle a eu un bon traitement et qu'elle n'a pas souvenir d'avoir été malheureuse. Il y en a d'autres qui ont souvenir que c'était pas toujours facile entre élèves parce qu'il y avait un peu une différence de classe sociale et certaines donc le faisaient remarquer aux autres. C'est la façon de vous enseigner, c'est vraiment des cours de haut niveau, c'est beaucoup de projets. Vous apprenez à développer des projets, donc elle avait souvenir d'un échange qu'elles avaient fait avec l'autre communauté des Ursulines qui était à Trois-Rivières, qu'elle avait pu monter ce projet-là. Donc il y a aussi l'éducation aux sciences, l'éducation artistique qui a été
donc relevés, qui les a intéressés. Il y avait un cours de musique, du moins chaque semaine, ou quelque chose comme ça, mais en plus, beaucoup faisaient le midi en semaine, le soir, des cours particuliers. C'était des religieuses qui nous initiaient. Donc voilà, il y avait l'éducation par le jeu, la récompense qui était peut-être un système de motivation. Il y avait un certain nombre de livres qui étaient utilisés mais qui étaient aussi censurés. Donc il y en a une qui s'étonne qu'on censurait les livres de Victor Hugo. Le dortoir, trouvait que finalement ça pouvait être bien parce que c'était une façon de se retrouver ensemble, tous ensemble. La qualité de l'éducation donc a été remarquée. C'est une formation sérieuse, organisée, bien organisée. Les sœurs étaient exigeantes. Je crois que j'en ai une, je me souviens, j'en ai une dans un cours personnel dans les premiers temps. Et j'ai encore le souvenir d'elle. Donc moi, ça ne m'effraie pas du tout maintenant. Ceux qui ont reçu l'enseignement des pères religieuses ont un bon enseignement, j'en suis certaine. Il y a des abus peut-être, je sais, peut-être comme partout, mais je pense qu'il n'y a pas que cela. On a eu cette tradition-là. Donc j'aurais aimé, alors une autre par contre qui signale qu'elle aurait aimé fréquenter cette institution. Donc après, donc la pédagogie qui avait été considérée comme excellente, absolument excellente, de la part d'une ancienne élève, qu'elle était initiée au sport, même si elle n'avait pas de gymnase, elle faisait du sport. Et donc il y en a une pour qui donc revoir tout ça et donc me raconter un peu aussi ce qu'elle avait vécu comme, en tant qu'ancienne élève, si c'est très émotionnel pour moi, dit-elle. Hein. Je pense que c'est un élément qui a été très transformateur. Et donc cette personne-là, en fait, depuis, elle a des responsabilités au niveau international et elle s'identifie un peu à ses sœurs qu'elle voyait surtout plutôt parties en mission. Et donc, quand elle y repense, elle s'identifie un peu à elle, comme quoi, du fait qu'elle part surtout aussi dans différents pays. Voilà. Donc, il me reste encore 3 minutes. Sont passées donc elles ont souvenir qu'elles avaient fait appris à faire la couture, elles ont reconnu aussi la qualité artistique des sœurs Ursulines. Le fait aussi de certaines règles à respecter, comme le silence au réfectoire, qui avait donc des cours de bienséance, et puis du costume qu'il fallait porter aussi. Donc ensuite, trouvé désolante que c'était un peu triste, donc que le fait que c'est dommage parce qu'elles ont bâti donc le Québec, le fait que ce soit encore peu valorisé hein, maintenant l'éducation des sœurs Ursulines, elles ont bâti notre société et puis elles ne méritent pas ça, elles méritent de la reconnaissance. Voilà. Donc après il y a aussi la dimension religieuse qui est évoquée. Elles se souviennent qu'elle chantait tous les matins, qu'elle aimait bien chanter. Donc la prière de Notre Père, que c'était une façon d'être dans la joie, que le son de la cloche, elle avait aussi souvenir de ça, que c'était très gai, c'est très gai, puis le fait aussi de faire de la musique. On allait à la chapelle, rencontrer aussi des sœurs religieuses. Donc ensuite, elles étaient très fières d'avoir été fondatrices, ces religieuses-là, parce qu'elles en parlent aussi comment se positionner ces religieuses. Cela leur a été transmis. Elles le transmettent chez choses pluviales, que ce soit la chapelle, au réfectoire ou la salle d'études. Moi, ça m'a touchée. C'est pour ça, quand je suis en visite pour 2 semaines, je me dis qu'on va aller au musée des Ursulines. Oh mon Dieu, ça doit faire... Donc elle essaie de se rappeler de ça. Moi, je suis venue pour le lancement du livre de ma mère et ça m'a touchée. Ça a été c'était dans le petit parloir et donc elle a été très touchée aussi par ça, de revenir sur ce lieu-là. Donc il y avait aussi, par rapport à la vie des religieuses, un certain nombre de choses qu'elles évoquaient, là, ces visiteurs. Et puis là, ça concerne donc cette sœur Ursuline, qui a 83 ans, et qui remarque donc que les guides habituels de la ville, ils parlent surtout de la vie de ce qu'elle avait fait à 7 ans, d'où elle venait, etc., à propos de Marie de l'Incarnation, mais qui parlait très peu de la dimension spirituelle. Donc elle dit, ça c'est que de l'histoire, mais Marie de l'Incarnation, elle a été canonisée. Bon, alors les services spirituels dont on parle maintenant, qu'en est-il? Et puis son abandon à la volonté du Seigneur, et puis le fait que, comment est-ce qu'elle relie les interventions du Seigneur en elle. Quand j'ai écrit, je vous l'ai dit, je pense, j'ai écrit « Prier 15 jours avec Marie Guyard ». Ça m'a fait vivre à ce que, oui, c'est moi, c'est vrai, moi aussi. Donc elle a eu aussi ce sentiment-là, donc je sais que la première parole d'écriture dont j'ai souvenance, c'est le psaume 129.
Donc elle explique que sa mère lui faisait lire le psaume 129 et donc qu'ensuite c'était la parole qui l'avait surtout touchée. C'est un psaume qui me dit beaucoup. J'espère qu'à mes funérailles on va le chanter. Donc c'était la phrase du fond de l'abîme, criez vers moi. Hein. Je recherche la phrase. Criez vers toi, Seigneur. Donc l'autre chose, j'expliquais à Tours, c'est que je parlais de la Vierge. Et puis, je vous l'ai dit, je pense, je faisais brûler un lampion tous les samedis. Je ne me souvenais pas de ça. Et puis, en parlant avec les gens, c'est vrai que je faisais ça. Comment ça se fait donc que je ne m'en souvienne pas? Et puis, je vous dis, dans mon cœur, c'est venu. La Vierge m'a dit, moi, je m'en souviens. Donc, il s'agit d'arrêter puis de repasser. Je le dis aux gens, essayez de continuer de parler. Et puis, mais on passe vite ou bien on ne s'arrête pas. Voilà. Donc, je voulais vous mettre la bande sonore, mais pour plutôt avoir le langage québécois que donc ma relecture de ces paroles. Voilà. Donc, je vais juste, de manière synthétique, remettre un peu le schéma. Donc, à la fois l'expérience et les relations par rapport au lieu, par rapport à la mission, l'exposition sur la mission Nouvelle-France, et puis concernant le musée des Ursulines, donc tous les éléments en fonction des salles qui ont été repérées. Dans le discours, on entend beaucoup aussi, donc c'est beau, c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est remarquable. La mission des Ursulines qui est aussi évoquée, la mission d'éducation surtout, et puis des traces dont ont témoigné les anciennes élèves. Voilà. Je vous remercie de votre attention.